Christophe Roth, vous êtes président de la GFIP. Pouvez-vous nous présenter cet organisme? L'AGFIP, c'est l'association de gestion des fonds pour les personnes en situation de handicap, personnes handicapées. C'est un fonds qui a été créé en 1987, plus précisément par la loi du 10 juillet 87. Et autour de la table, vous avez des acteurs qui sont les employeurs, en l'occurrence le MEDEF, la CPME, les confédérations syndicales représentatives du monde du travail, c'est-à-dire la CGT, Force ouvrière, la CFDT, la CFE-CGC, mais aussi la CFTC. Vous avez aussi les associations qui représentent les personnes en situation de handicap. Et là, nous avons une palette d'associations qui représentent les 6 types de handicap, que ce soit sensoriel, handicap psychique, cognitif et mental, également l'association des paralysés de France, APF France. Vous avez aussi la FNAT, vous avez également Unanime, vous avez, tous les acteurs qui s'occupent des personnes en situation de handicap, conformément, à la loi du 11 février 2005 qui prévoit les 6 types de handicap pour l'égalité des chances. C'est également aussi la GFIP, les personnes qualifiées désignées par l'État. Donc les ministres désignent 2 personnes à notre conseil d'administration. Mais avant tout, c'est 550 collaborateurs qui sont dans tous les territoires, y compris les territoires ultramarins, et un siège qui se situe à Bagneux. Quelles sont vos actions concrètement tout au long de l'année? Alors les actions concrètes de la GFIP, c'est bien évidemment d'accompagner les parcours professionnels des personnes en situation de handicap en emploi, à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés pour le maintien en emploi. Et donc, l'un des objectifs majeurs de la GFIP, c'est bien évidemment d'accompagner au plein emploi les personnes en situation de handicap, afin qu'elles s'épanouissent, qu'elles gagnent leur quignon de pain, qu'elles fassent bouillir la marmite comme chaque personne qui est dite valide, parce qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne avec des talents et des compétences. Et donc, l'objectif de la GFIP, c'est de compenser, d'aménager les postes de travail, mais également aussi d'être facilitateur afin qu'il n'y ait pas de discrimination en France pour les employés dans le secteur privé. Où en est l'emploi justement pour les personnes en situation de handicap en France? Écoutez, c'est très simple. Je suis le président de la GFIP depuis 3 ans. Avant Covid, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 19%. Aujourd'hui, il est à 12%. Les indicateurs sont au vert. Les choses bougent, les choses évoluent. Elles vont dans le bon sens. Néanmoins, il n'y a pas de quoi de faire un feu d'artifice, puisqu'il reste encore 474 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Quand je dis que je suis positif et optimiste, je vais l'illustrer par un propos cohérent. Nous avons des métiers en tension, notamment dans le domaine du numérique. L'année dernière, l'Institut Montaigne, par exemple, a indiqué que 80 000 postes n'avaient pas été pourvus. Dans le domaine du transport, nous avons également 80 000 postes qui n'ont pas été pourvus l'année dernière. Et à l'horizon 2030, il faut prévoir 300 000 recrutements dans le domaine du transport. Dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, j'entends parfaitement les souhaits des entreprises du domaine de la restauration qui ont besoin de main-d'œuvre parce que ce sont des métiers en tension. Et donc, ces métiers en tension donnent de véritables opportunités pour les personnes en situation de handicap à partir du moment où on les accompagne, que ce soit en termes de formation, de suivi au niveau de la qualité de vie et des conditions de travail, mais aussi en ayant recours à toutes les aides pour faciliter les parcours professionnels, pour compenser le handicap des personnes en situation de handicap. Et là, la GFIP a un rôle majeur auprès de l'État et en soutien du droit commun. Au niveau des personnes en situation de handicap, le taux d'emploi est le même que ce soit en Île-de-France ou dans les autres régions? Alors, moi, je vais simplement aussi illustrer mon propos avec un chiffre. Il y a aujourd'hui 1,2 million de personnes en situation de handicap qui sont au travail. 850 000 sont dans le secteur privé. Le taux d'emploi dans les régions, je me refuse de l'interpréter parce qu'en fin de compte, le monde du travail a évolué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de télétravail, de travail à distance. Les bassins d'emploi ont évolué depuis la crise Covid. Le monde a changé. Et donc, on peut dire que l'Île-de-France se situe, je dirais, avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de sièges d'entreprises, où le taux d'emploi est entre 3 et 3,5%, et il est dans la moyenne, puisqu'au niveau national, le taux d'emploi hors majoration,
il est de 3,5% et j'attends avec impatience les chiffres de la DARES au mois de novembre, puisque l'objectif de ma mandature, c'était de s'approcher du 4% hors majoration, sachant que la loi impose un minimum, un seuil plancher de 6%. Il reste encore beaucoup à faire. Les Jeux de Paris 2024 viennent de se terminer avec un grand succès olympique, mais un tout aussi grand succès paralympique. Est-ce que les infrastructures étaient suffisamment adaptées? Déjà, ces Jeux paralympiques, c'était fantastique. C'était chargé d'émotions, c'était aussi des performances. C'était des hommes et des femmes qui étaient des athlètes, et à la limite, on avait oublié qu'ils étaient en situation de handicap, tellement leur performance était sublime. Alors, par rapport aux infrastructures, vous allez bien sûr faire le constat qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Néanmoins, avant les Jeux olympiques et paralympiques, tout le monde était à noircir le tableau, tout le monde critiquait, tout le monde indiquait que ce ne sera pas accessible, qu'il y aurait des difficultés. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, il y a eu des grandes évolutions. Les grandes évolutions, j'ai pu les voir sur le terrain puisque j'ai passé une semaine au plus proche des athlètes, au plus proche du stand de la GFIP pour signer des partenariats avec les entreprises, plus de 30 partenariats signés pour recruter et maintenir en emploi. Je vais citer Coca-Cola, GRDF, Lopco Mobilité, et j'ai pu voir qu'en fin de compte, la GFIP, qui avait été associée pour l'accessibilité, notamment pour le Club France, il y a eu des progrès significatifs, notamment pour l'accueil des PMR, personnes à mobilité réduite, mais également pour les personnes à troubles psychiques cognitifs, des salles spécifiques avec des lumières, avec un lit, avec un fauteuil pour se reposer, aussi des boucles par rapport, je dirais, aux personnes sourdes et malentendantes, mais également par rapport à des conférences qui se tenaient avec un équipement, des casques. Enfin, vous voyez, il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que les pouvoirs publics, y compris politiques, ont pris conscience d'un sujet majeur à Paris, l'accessibilité du métro. La présidente de la région Île-de-France a indiqué et a challengé les partenaires, que ce soit la mairie de Paris et l'État, pour s'engager à rendre accessible le métro. C'est quand même quelque chose de fabuleux, puisque derrière, c'est un chantier de 20 milliards d'euros. Donc en mettant les acteurs autour de la table et en ayant la volonté de faire bouger les lignes, je reste déterminé que les choses vont changer et qu'il y aura des lendemains beaucoup plus investis sur l'égalité des chances, sur le sujet du handicap, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ont changé. Et les choses, elles ont changé grâce aux médias aussi. Mais pour les Jeux paralympiques, vous avez eu un quart d'heure. Aujourd'hui, nous avons pu voir et bénéficier des Jeux paralympiques à la fois en direct, mais aussi des retransmissions le soir. Et c'est comme ça que je suivais les épreuves, avec une émission qui avait lieu après 22 heures. Je trouve que déjà, il y avait la vélotypie pour les personnes sourdes et malentendantes, il y avait la retransmission, en temps réel, il y avait le langage des signes pour l'interprétation pour la langue des signes, il y avait en fin de compte la possibilité pour tout le monde d'être impliqué dans ces Jeux paralympiques. Il y a eu un engouement, il y a eu quelque chose de fabuleux, et puis la cérémonie d'ouverture et de clôture ont marqué les esprits en France et même le monde. L'héritage va être important. Comment on va réussir à faire perdurer cette euphorie des Jeux paralympiques? Vous savez, l'euphorie, je dirais, elle ne doit pas être, uniquement un bonheur par rapport à un événement T. Aujourd'hui, quand on est à Paris, et c'est le cas aujourd'hui, tout le monde est en train de démonter. Il y a aussi des gens qui ont une tristesse. Parce que, bien évidemment, toute chose, tout événement aussi important a une fin. Et aujourd'hui, en fin de compte, il y a déjà la difficulté de faire l'héritage de ces jeux, parce qu'on est encore dans l'euphorie. Mais le monde va prendre conscience de ces Jeux paralympiques. Personne n'est resté insensible, par exemple, à ce Brésilien qui nageait. Personne ne peut rester insensible à une personne que j'ai pu voir qui était de petite taille, paraplégique et qui dressait un cheval. Personne ne peut être insensible quand vous allez voir un 4x100 mètres avec 4 types de handicap. Personne ne peut oublier la finale du CC Foot. Alors je pense que tout ça, ça donne de l'information, ça donne de la visibilité aux gens qui ont des situations de handicap. Il y a des messages forts et puissants qui sont passés à tous les gamins
qui ont pu aller, je dirais, au Stade de France, qui ont pu aller voir sur les sites des Jeux paralympiques. Et je pense que le regard peut changer à partir du moment où les enfants, eh bien, ont la culture de la différence, s'approprient également que personne en situation de handicap ne veut pas dire restriction d'aptitude, mais veut dire aussi des personnes comme tout à chacun qui a sa juste place dans notre société. Vous quittez la présidence le 17 septembre. Est-ce que vous pouvez nous tirer un bilan de ces 3 ans? Effectivement, j'ai fait le choix de ne pas être candidat pour un nouveau mandat à la présidence de la GFIP et de ne pas intégrer la gouvernance parce que je suis un homme pour servir l'intérêt général. Et quand on dit qu'on sert l'intérêt général, eh bien on doit savoir passer le relais. Donc le bilan que je fais déjà, c'est un conseil d'administration pluriel qui a travaillé en bonne harmonie. Ça n'a pas toujours été simple, mais on a travaillé sur une stratégie 2023-2027 qui a été votée à l'unanimité. Et cette unanimité, j'ai été la gagner par le dialogue, par l'écoute, aussi par le challenge, eh bien, de vouloir faire bouger les lignes en mettant en place la culture du résultat. Parce qu'on ne peut pas continuer à se gargariser sur des chiffres, des statistiques, des observatoires. Moi, je suis un homme concret. Et le concret, eh bien, c'est les gens qui peuvent intégrer le monde du travail, qui peuvent réussir à gagner dignement leur vie par leur talent, leurs compétences. C'est comme ça qu'on bouge les lignes dans une société qui se doit être la plus inclusive possible. C'est en ayant des démarches concrètes. Les mots, c'est pas mon truc. Les actes, c'est plus quelque chose qui me parle. Au regard de mon parcours, puisque je vous l'ai indiqué, je suis dans la police nationale, j'ai eu un très grave accident le 15 décembre 1999, j'ai vécu les difficultés après 2 ans d'arrêt, et donc je ne veux pas, en fin de compte, que notre société stagne et se gargarise sur des statistiques. Je veux vraiment du concret, il y a des véritables opportunités, donc c'est en mettant tous les acteurs autour de la table, toutes les personnes motivées qu'on réussira. Donc une stratégie qui doit simplifier les démarches pour tous les salariés en situation de handicap, dans l'emploi, en recherche d'emploi, mais aussi en maintien d'emploi, fluidifier notre offre de services, comment obtenir facilement la compensation de son poste de travail quand on est aveugle, comment obtenir des soutiens quand on a un trouble psychique, cognitif ou mental, comment mieux aussi faire connaître nos offres aux primo-entrants dans le monde du travail, autrement dit les jeunes en situation de handicap. C'est quelque chose d'intéressant et de majeur, puisque nous avons de plus en plus de personnes qui se déclarent en situation de handicap. Mais aussi, comment mieux accompagner les personnes qui ont un accident de la vie, une maladie invalidante, un cancer, pour retrouver en fin de compte leur dignité par le travail et les accompagner pour compenser, aménager leur poste de travail. Et tout ça se fait en harmonie avec l'État. Et j'ai bien travaillé avec l'État, avec les différents ministres. J'ai bien travaillé également avec France Travail. Et donc, j'ai bon espoir et je laisse, je dirais, ma succession mettre tout ce plan stratégique en œuvre. Et puis, la fierté que j'ai, c'est que je suis un homme de terrain. J'ai été voir les délégations régionales et le message que je veux leur dire, les délégations régionales, n'oubliez jamais votre mission. Il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on ne gagne pas. Vous êtes au plus proche des humains. Vous êtes au plus proche des hommes et des femmes qui ont des difficultés dans leur parcours professionnel. Vous faites un travail extraordinaire. Merci pour ce que vous faites. Ne lâchez rien. Les politiques sont de passage. Je passe le relais en même temps que ce symbole de la flamme qui a été transmise pour les JO de Los Angeles. Je suis serein, apaisé, content d'avoir œuvré. Il n'y a que les combats qu'on ne mène pas, qu'on ne gagne pas. Et je suis certain que demain, on me retrouvera dans d'autres responsabilités pour faire encore bouger les lignes.